Bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture Éclair. Une demi-heure d'échange, de partage, de passion, d'idées de sortie et tout simplement de plaisir. Bonjour et bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture Éclair. Aujourd'hui, nous avons Aïda à la technique, Valérie à l'animation et notre invité Emmanuel Dufour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Emmanuel Dufour est un auteur local qui a à son actif 7 livres dans des genres très variés. Sa première publication date de 2015 et auparavant, il évoluait dans des domaines bien différents. Emmanuel, quel a été votre parcours avant d'arriver en Périgord et de vous consacrer à l'écriture ? Alors ça a été un parcours un petit peu long et tortueux, puisque juste avant de m'installer en Périgord, début 2023, j'ai vécu une 12aine d'années en Corrèze, à Danzenac, où j'étais plombier chauffagiste. Et avant cela, donc jusqu'en 2011, j'ai habité en région parisienne où j'ai travaillé comme informaticien. C'était de 2002 à 2009. Enfin, avant de travailler comme informaticien, j'avais fait des études longues et de la recherche, jusqu'à un doctorat de recherche en mécanique des sols, ce qui est la science du comportement des sols, donc les sables, les argiles, les roches, etc. Et j'ai eu la grande chance, étant enfant, adolescent et jeune adulte, d'avoir à plusieurs reprises l'occasion de vivre dans différents pays étrangers. Je peux les lister, il y a eu la Turquie, la Malaisie, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, l'Équateur et le Chili. Plus au terme de mon séjour au Chili, 6 mois de voyage avec les chaussures de rando aux pieds et sac à dos sur le dos, donc 6 mois de Santiago du Chili jusqu'à Caracas. Et ça a été des expériences très enrichissantes qui m'ont permis entre autres de découvrir d'autres cultures et de voir d'un œil différent ma propre culture, notre culture française. Ça a construit, je pense, une personnalité qui est très ouverte sur le monde, sur l'autre. Je pense que ça y a contribué. Oui. Enfin, pour moi, c'est une grande chance que mes parents m'ont offerte d'avoir cette vie alors un peu mouvementée, qui avait comme revers de la médaille le fait que je restais qu'1 an ou 2 ans à chaque endroit et j'avais pas le temps de me construire des amitiés qui duraient. Et à chaque fois qu'on revenait en France, j'étais assez envieux de mes petits camarades qui avaient des copains qu'ils connaissaient depuis la maternelle et ça faisait 5 ans, 10 ans qu'ils étaient ensemble. Moi, ça, c'est quelque chose que je connaissais pas, mais ce que j'ai gagné en contrepartie, je ne le regrette pas. Oui, une belle richesse. D'ailleurs, vous aimez la découverte, vous aimez la diversité et on le retrouve dans vos différents ouvrages. À travers vos ouvrages, donc, vous passez de la fiction à la fantaisie, au recueil de nouvelles, et puis le dernier est un polar. Comment fait-on pour passer avec autant d'agilité d'un genre à un autre ? Comment fait-on ? C'est surtout la motivation, c'est-à-dire que moi, ce qui me motive, c'est toujours de me confronter à des domaines, à des genres, à des connaissances, des cultures que je ne connais pas. Donc c'est sans doute pour ça que j'ai changé 2 fois de métier, parce que une fois que j'ai l'impression de maîtriser à peu près un sujet, je suis pas tellement attiré par l'expertise, je suis plus attiré par la diversité et c'est vraiment l'envie qui fait que j'ai la motivation de découvrir un nouveau genre, d'en maîtriser les codes et puis de me lancer dans l'écriture. Et après, pour chaque... si je dis que je ne suis pas en recherche d'expertise, je suis quand même, comme beaucoup de gens, assez perfectionniste. Et quelle que soit la nouvelle ou le livre que j'écrive, j'apporte énormément de soin à toutes les phases préparatoires de recherche documentaire, à la construction de la trame de mon histoire et à la vérification très rigoureuse de sa cohérence, et puis ensuite à l'adaptation du style à chaque récit, parce que pour moi on n'utilise pas le même style en fonction des circonstances, des univers. Et puis une fois que mon texte est écrit, je me relis un nombre incalculable de fois, à voix haute. D'ailleurs, depuis mon 2e roman, je pratique systématiquement la relecture à voix haute. Alors j'ai appris par la suite que beaucoup d'auteurs faisaient ça, à commencer par Flaubert, qui était réputé pour ça. Il paraît qu'il criait ses textes je crois qu'il a sa pièce, son gueuloir ou quelque chose comme ça. Et je comprends, parce que pour moi, si un texte, est mélodieux, je dirais, même si c'est une mélodie dissonante, mais en tout cas, si la musique du texte est là à l'oral, alors à plus forte raison, le texte sera agréable à lire par un lecteur qui lit silencieusement. Et est-ce que ça veut dire que vous vous enregistrez quand vous clamez votre texte ?
Non, là je m'écoute simplement. Après j'ai fait sur Instagram et Facebook et YouTube la lecture audio des premiers chapitres d'un de mes romans, le premier tome de la trilogie de science-fiction Rendez-vous manqué. Sinon je ne m'enregistre pas pour la phase de finement du style. C'est quelque chose qui pourrait être fait parce que en fait ce que vous dites là me rappelle le moment de ma soutenance de thèse de doctorat. Moi, j'avais tout préparé, mon mémoire était rédigé, mes transparents, comme on disait à l'époque, étaient imprimés. Il n'y avait plus qu'à, et j'ai un camarade, un autre étudiant qui m'avait dit: est-ce que tu veux que je te fasse répéter ta soutenance de thèse? Je lui ai dit: bon, non, c'est pas la peine, pourquoi tu veux te donner ce mal? Enfin, c'est gentil. Il m'a dit: écoute, moi ça me gêne pas et ça peut être une bonne chose. Je lui ai dit, sachant qu'on avait, je sais plus, quelque chose comme 10 minutes ou 20 minutes pour soutenir la thèse. Donc je dis: bon, ok, on va essayer. Ça m'a pris 1h30. Donc je me suis dit, déjà je lui ai dit merci. C'est une bonne idée. Et je suis retourné chez moi, et là je me suis effectivement filmé à plusieurs reprises pour arriver à cadrer cette soutenance dans le temps imparti, donc ce qui a été le cas in fine. C'est ce qu'on recommande très souvent aux étudiants d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Vous avez mis 9 ans pour écrire votre premier livre, un livre de science et fiction, où il y a eu 3... Oui. Le premier qui est en fait aujourd'hui le tome 3 de la trilogie, qui est mon tout premier roman, donc qui s'intitule Rendez-vous. Effectivement, j'ai commencé à l'écrire le 31 décembre 2005 et j'ai apporté les dernières touches aux dernières corrections le 26 décembre 2014. Vous avez passé Noël avec lui alors. Voilà, exactement. Et oui, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à l'écrire, j'habitais en région parisienne et je travaillais dans l'informatique. Quand j'ai terminé de l'écrire et de le corriger, j'habitais en Corrèze et je travaillais dans la plomberie. Et j'avais, pendant toute cette période, 3 enfants qui, au début, étaient en bas âge et à la fin étaient des pré-ados ou des jeunes ados. Donc une vie professionnelle et familiale assez prenante, comme beaucoup de gens. Donc j'ai commencé à l'écrire le matin dans le RERD entre Ris-Orangis et je sais plus où est-ce que j'avais mon changement. J'avais une demi-heure où je pouvais avoir une place assise le matin, pareil le soir. Quelquefois le soir avant de m'endormir, j'écrivais encore une demi-heure, 1 heure. Puis quand j'ai été plombier, le rythme que je prenais, c'était le matin, je me levais vers 5h30 pour être à 6h dans mon bureau et écrire une demi-heure avant de me mettre à faire les devis, les factures, etc. Donc ça a été très très laborieux et je veux dire qu'avec le recul, je me demande comment j'ai réussi à suivre le fil. Enfin, je dois être assez organisé finalement parce que j'ai pas une très bonne mémoire, mais c'est vrai que je prends beaucoup de notes, je fais des tableaux, voilà. Donc au bout du compte, ça m'a pris 9 ans. Pas 9 ans en continu. Hein. Ouais. D'ailleurs, vous y êtes revenu à plusieurs fois même, je dirais, puisqu'il y a 3 tomes, en fin de compte. Ouais. Et cela s'appelle Les Chroniques de Célène. Les Chroniques Célène, voilà, oui, tout à fait. Donc, en fait, quand j'étais en train de boucler les dernières corrections de Rendez-vous, donc qui est aujourd'hui le tome 3, sont venues des inspirations, puisque dans cette aventure, on a un passage où un groupe de personnages découvre les ruines d'une cité abandonnée dans une forêt tropicale. Et la question a commencé à me tarauder mais qui vivait dans cette cité, quand y vivait-il, comment y vivait-il, pourquoi la cité a-t-elle été abandonnée, etc., etc. Et petit à petit, j'ai eu en tête tous les éléments pour écrire un nouveau roman. Donc ça a été le point de départ de Rendez-vous manqué, qui se passe mécaniquement avant l'histoire de Rendez-vous. On est témoin de la vie des occupants de la cité en question. Et alors que j'apportais les dernières touches à Rendez-vous manqué, le sort de l'un des personnages assez importants de l'histoire restait en suspens. Et en fait, même dans la toute première version de mon manuscrit, ce personnage était supposé avoir mal fini. Et après, avoir relu et puis avoir fait relire à ma compagne, j'ai décidé de modifier cette fin pour laisser une porte ouverte. Et cette porte s'est ouverte sur l'histoire qui est racontée dans le 2e roman de la trilogie, qui s'appelle Dernier Rendez-vous, que je me suis amusé à appeler Dernier Rendez-vous parce que je souhaite m'arrêter là. J'ai envie j'ai pas envie d'écrire une série de 10 tomes ou 15 tomes sur cet univers. Et puis ça m'amuse bien que le 2e tome d'une série de 3 s'appelle Dernier Rendez-vous. Ça va poser des questions aux gens, toute proportion gardée, comme les 3 mousquetaires, ils sont 4, mais pourquoi diable? Pourquoi le dernier au milieu? C'est ça. Voilà.
En 2020, vous avez édité Exideuil, un conte de fées qui porte le nom d'un de nos villages périgourdins. Voilà. Pourquoi Exideuil? Racontez-nous cette petite histoire. Alors Exideuil, je l'ai écrit quand j'avais une vingtaine d'années et à l'époque, je ne vivais pas encore en Corrèze, mais mes parents avaient acheté une ferme sur la commune de Donzenac qui nous servait de maison de vacances et donc à chaque petite et grande vacances, nous descendions de la région parisienne pour venir passer du bon temps en Corrèze. Et le long de la Nationale 20, puisque l'autoroute A20 n'existait pas à l'époque, et à l'arrière de la voiture, je regardais défiler les kilomètres et les panneaux indiquant les noms des villes et des villages, soit qu'on traversait, soit qui se trouvaient proches du parcours. Et parmi ceux-là, il y avait le nom d'Exideuil, que nous ne traversions pas, mais qui était indiqué sur un certain nombre de panneaux. Et je ne sais pas pour quelle raison, c'est complètement personnel, les goûts, les couleurs, mais ce nom d'Exideuil me fascinait, j'y trouvais quelque chose de magique, de mystérieux, et le jour où j'ai écrit cette histoire-là, qui est un conte de fées qui se passe dans un monde complètement imaginaire, étant donné que cette histoire inclut une épée magique qui a une grande importance dans le récit, j'ai eu l'envie de baptiser cette épée du nom d'Exideuil. Alors, je pense que la ressemblance avec Excalibur n'est pas étrangère à mon inspiration, mais voilà. Donc il s'agit bien du nom du village, mais par contre, cette histoire ne raconte pas l'histoire du village. Est-ce qu'on pourrait lancer l'idée au château d'Exideuil de vous inviter pour une lecture? Est-ce que ça serait une bonne idée? Ce serait avec grand plaisir. Pas mal. Allez, on lance l'idée. On va voir ce qui va en être. Je poursuis donc sur vos différents ouvrages. Votre dernier livre est un polar. Ouais. Certains de vos lecteurs l'ont qualifié de polar déjanté de San Antonio en escarpin. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh bien, alors déjà, je ne renie pas du tout la référence à San Antonio, même si j'ai pas tenté de faire un plagiat, mais je veux dire, c'est rare qu'on réinvente entièrement un genre. Donc, si un lecteur y a vu du San Antonio en escarpin, c'est parce que l'héroïne de mon polar est une détective privée qui s'appelle Gabi Babouram, qui est un nom mauricien, et elle raconte elle-même son histoire et son aventure à la première personne, au présent. Et Gabi étant une petit bout de femme assez délurée et truculente, eh bien, ça nous donne un récit qui est à l'image de son caractère, donc très très vif, très enlevé, très décalé, humoristique. Enfin, je me suis beaucoup amusé à l'écrire puisque je dirais que Gabi, c'est moi avec des escarpins, et puis peut-être un petit peu plus déluré que moi quand même. C'est peut-être plus libéré que je ne le suis. C'est ce que vous auriez envie d'être. Voilà. Vous avez lu dans mes pensées les plus profondes et intimes. Et en tout cas, je l'ai vraiment écrit d'une façon très différente, dans un style très différent de ce que j'ai écrit jusque-là. Où d'habitude, j'essaye vraiment d'avoir un style très maîtrisé, très léché. Là, je me suis lâché. Alors, ce qui n'empêche, j'ai relu et j'ai apporté beaucoup de soin au style, mais d'un style qui lâche les rênes, quoi. Vos livres sont en vente sur Internet et sur vos lieux de dédicace. Pourquoi est-ce qu'on ne les trouve pas à l'heure actuelle en librairie? Alors parce que, pour l'instant, je suis en auto-édition. Alors, je ne sais pas si les auditeurs sont bien au fait des rouages de l'univers du livre. Moi-même, j'ai été découvert finalement assez récemment. Donc, il y a ce qu'on appelle, disons ce à quoi la plupart des gens sont habitués, eh bien, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la chaîne du livre, qui inclut l'auteur. Ça, on a toujours besoin d'un auteur, bien que, est-ce que ChatGPT nous remplacera? Ça pourrait arriver. Mais pour l'instant, l'auteur est encore une dame ou un monsieur, qui écrit des histoires, qui soumet à des éditeurs. Quand l'éditeur croit en ce manuscrit et croit qu'il pourra en faire quelque chose, il signe un contrat avec l'auteur et donc le manuscrit est souvent retravaillé, corrigé, mis en page, etc. Ensuite, il va falloir passer à l'impression du livre, puis à sa diffusion. Donc, il y a l'imprimeur, le diffuseur et le maillon de la chaîne qui s'occupe de la promotion commerciale du livre auprès des différents points de vente. Donc des librairies, des Fnac, des centres Leclerc, des Cultura. Voilà, j'en ai dit 3, je crois qu'avec ça on est bon. Mais le diffuseur ne s'occupe que vraiment de la promotion. Ensuite, la distribution, c'est-à-dire vraiment le transport des livres, le stockage, le transport, la reprise des invendus, tout ça, c'est le rôle du distributeur. Un autre maillon de cette chaîne
Au bout de la chaîne, on a les libraires, donc les différentes librairies. Ça, c'est la chaîne du livre classique. Il existe d'autres modèles, par exemple l'édition à compte d'auteur, parce que là, ce que j'ai mentionné, alors, en fait, ce que j'ai mentionné peut se faire à compte d'éditeur ou à compte d'auteur. Dans le cas de l'édition à compte d'éditeur, qui est celle que pratiquent les maisons d'édition de plus grande envergure et les plus connues, eh bien, l'éditeur n'a rien à débourser. C'est l'éditeur qui prend tout en charge, tout à fait, et qui même, dans le meilleur des cas, verse à l'auteur une avance sur ses droits d'auteur, qu'on appelle un avaloir. L'édition à compte d'auteur, eh bien, a la même structure que l'édition à compte d'éditeur, à la différence près que l'éditeur fait payer à l'auteur, alors de façon plus ou moins déguisée. Quelquefois, c'est clairement un transfert d'argent, quelquefois c'est une obligation par l'auteur d'acheter un certain nombre d'exemplaires de ses livres une fois que l'impression sera faite. Quelquefois, c'est retenir les droits d'auteur jusqu'au énième livre vendu, et que par exemple l'auteur ne touche ses droits qu'à partir du mettons 501e livre vendu. Et donc dans ces cas-là, eh bien l'auteur doit dépenser de l'argent d'une façon ou d'une autre avant que ces livres soient vraiment distribués. Donc c'est vous qui vous occupez de la promotion et de la vente. Et voilà. Donc dans le cas de l'auto-édition, eh ben en fait on passe directement. Enfin l'auteur va lui-même se charger de faire imprimer ses livres en contactant un imprimeur. Donc l'auteur rédige, met en page, fait sa maquette de couverture, fait ses corrections, et s'il a la chance comme moi d'avoir quelques amis pas trop mauvais en orthographe et en grammaire, il fait corriger par d'autres personnes, parce qu'on est toujours très mauvais correcteur de soi-même. Ensuite, on fait imprimer les livres par un imprimeur, et avec ces livres sous le bras, on va écumer les salons, les librairies pour des journées de dédicaces, pour vendre ces livres. Mais ils ne sont pas, dans ce cas-là, dans le circuit des diffuseurs et des distributeurs. Et alors certains libraires acceptent de prendre des livres en dépôt-vente, mais c'est dans ce cas-là à l'auteur de se déplacer, faire finalement œuvre de distributeur, de se déplacer, de laisser les livres chez le libraire et de venir rechercher les invendus 6 mois, 1 an plus tard. Voilà. Donc moi, c'est la voie que j'ai choisie pour l'instant, parce que pour débuter, ça permet en tout cas d'éditer ses livres rapidement. On ne dépend que de soi-même. Et il y a certains aspects qui me plaisent beaucoup. C'est la liberté totale éditoriale. Je veux dire, tant qu'on reste dans le cadre de la loi, il n'y a pas d'incitation à la haine ou de choses comme ça. On écrit ce qu'on veut. Et j'avoue que j'aime bien le côté artisanal de dépendre de moi-même. Alors évidemment, les perspectives de succès commercial sont a priori plus limitées qu'en passant par une grande maison d'édition qui peut toucher des dizaines de millions de lecteurs. Alors que moi, je touche les lecteurs que je rencontre dans les salons en Dordogne et dans les quelques départements limitrophes. Mais j'aime bien ce côté artisanal. Je suis en train de parcourir vos prochaines dates de dédicaces d'ici la fin du mois de décembre, d'ici la fin de cette année. Je peux noter 11 lieux différents, 11 moments. Je n'avais pas compté, mais oui, sans doute. Donc on pourra vous acheter déjà dès demain à Marsac-sur-l'Île, chez Cultura. On pourra aussi vous retrouver chez Leclerc, aussi bien à Bergerac qu'à Sarlat, qu'à Trélissac. On vous retrouve aussi dans des départements limitrophes, à Saint-Antoine-sur-l'Île. Mais on vous trouve également sur Internet. Oui, alors mes livres, dans mon cas, j'ai choisi comme système d'auto-édition le service KDP, qui est un service lié à Amazon. Alors à quelle adresse exactement ? Oui, mes livres sont donc vendus sur le site d'Amazon à une adresse, il y a une adresse réduite qui permet d'y accéder, qui est tinyurl, donc tinyurl.com/Emmanuel Dufour, auteur, tout attaché. Voilà, et si on veut faire votre connaissance, on peut aller sur Facebook, et votre adresse Facebook, c'est donc facebook.com/Emmanuel Dufour, auteur FB. Voilà. Et sur Instagram aussi.
Tout à fait. Et vous avez des projets, Emmanuel, dans la tête, des petites choses à écrire encore? Ou des belles et grandes choses? Et oui, en permanence. Alors, j'ai un roman que j'ai commencé il y a 2 ou 3 ans, mais pour lequel je me suis interrompu l'année où j'ai déménagé de Corrèze en Périgord. Donc celui-ci, là, pour l'instant, il est un petit peu en stand-by. En revanche, je suis en train de travailler très activement sur un nouveau que j'ai commencé à écrire. Enfin, donc j'ai eu les premières idées au mois de septembre dernier, en faisant un rêve. Voilà, pour une fois où je n'ai pas mis le réveil à 6h30 ou plus tôt, et où je m'étais accordé de rester un petit peu au lit. J'ai fait un rêve dans un demi-sommeil qui m'a inspiré. Donc je me suis levé, j'ai tout de suite pris plein de notes et ça a donné naissance à un roman que je suis en train de rédiger. Là, j'en suis, je crois, entre 50 et 100 pages là pour l'instant. Et je suis en train aussi de finaliser, vraiment de porter les dernières touches à un roman jeunesse. Qui est une autre histoire que j'avais écrite à peu près à la même époque que Exidoy, quand j'avais une vingtaine d'années. Qui est pour l'instant inédit, que j'ai retravaillé à plusieurs reprises. Et il y a 2 ans maintenant, j'ai repris contact via Instagram avec un de mes amis de collège que j'avais perdu de vue depuis le collège, grosso modo. Donc depuis une bonne quarantaine d'années, on va dire, qui s'appelle Benoît Meurzec, qui est illustrateur, qui a travaillé chez Disney, entre autres, et qui a un univers visuel qui me fascine, peuplé... Qui fait rêver, qui est peuplé de lutins, de sylphes, de personnages merveilleux, et qui correspondait tout à fait à l'image, enfin, comment dire, à l'univers visuel que j'imaginais pour ce roman jeunesse, dont le titre est Étoile d'amour. Ah, vous l'avez déjà. Voilà. Donc, alors le roman, lui, était rédigé depuis longtemps, et donc j'ai contacté Benoît il y a à peu près 2 ans à ce sujet. Je lui ai soumis le manuscrit, lui demandant si ça lui ferait plaisir de réaliser des illustrations pour cette histoire. Et donc, alors il y a eu un petit peu de temps avant de s'y mettre, parce que ni lui ni moi n'étions très disponibles à l'époque. Mais depuis l'année dernière, on a commencé à travailler très activement. On a déjà une dizaine d'illustrations pleine page, plus une quinzaine de petites illustrations pour séparer des paragraphes. La couverture, on est à peu près d'accord. Et là, enfin, je lui avais dit déjà depuis quelque temps que avant de l'éditer, je voudrais reprendre le texte, parce que je me suis rendu compte que quand je l'avais écrit, je l'avais pas spécialement écrit dans l'idée que ce soit un roman jeunesse. C'était, je dirais que le thème était bien adapté à la jeunesse, mais la manière de l'écrire était écrit dans un style adulte. Et donc là, je suis en train j'ai rajouté un prologue et un épilogue qui vont permettre de remettre toute l'histoire en contexte et de la raccrocher à notre période actuelle, parce qu'en fait, l'histoire elle-même démarrait en 1989. Je me suis dit, ça va peut-être pas tellement parler aux enfants d'aujourd'hui, donc par un artifice narratif, j'ai permis de la raccrocher à notre période actuelle. Et j'ai commencé tout à l'heure d'ailleurs à retravailler tout le texte d'origine pour le mettre à la première personne, puisqu'au lieu que ce soit un récit distant à la troisième personne, ce sera le récit du héros lui-même. Voilà, tout ça pour donner un petit peu plus de chair à cette histoire. Et mon objectif était que tout ça soit prêt avant la période des fêtes pour pouvoir le proposer en dédicace. Donc là, tant Benoît qui a deux illustrations supplémentaires à réaliser que moi qui dois reprendre le texte en entier pour le mettre à la première personne. On est un peu sur les charbons ardents, et j'espère qu'on arrivera à boucler tout ça d'ici une semaine ou 2 pour avoir ce livre en plus à proposer aux dédicaces. Pour la fin de l'année, pour Noël alors. Si possible, puisqu'en décembre j'ai pas mal de journées dédicaces. Alors je pense pas que fin novembre ce sera prêt, mais j'espère quand même qu'avant le 25 décembre, ou le 24, j'aurai pu le publier et le proposer en dédicace. Voilà. D'accord. Et je pense que vous en avez encore sur le coude, ce qui fait que nous aurons l'occasion de nous retrouver en 2025. Il y en a d'autres. Notre émission arrive à son terme. Emmanuel, merci beaucoup, et nous vous souhaitons encore beaucoup de nouvelles histoires à nous raconter. Et c'était un vrai plaisir. Eh bien, merci beaucoup de votre accueil. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.